L'effraction d'une maison vire au carnage. Vous n'imaginez pas les blessures qu'il avait. Le meurtre était signé. Un proche est-il impliqué? Il était question de la mafia. Le proche en question s'appelle Frank Porco, alias Franky le pompier. La presse critique la police. Tous les jours aux infos, il disait que l'enquête était bâclée, que la police n'avançait pas. Mais la police a un coup d'avance sur la presse et sur le meurtrier. Les call girls évoluent dans le monde de la nuit. Elles exercent une profession souvent dangereuse. La femme était sur le ventre. Elle ne montrait aucun signe de vie. C'était une cible idéale. Elle avait toujours beaucoup d'argent sur elle. Les preuves désignent un suspect. Quand on agit et qu'on s'habille comme Rambo, c'est qu'on est Rambo. Mais l'apparition d'une nouvelle preuve oriente différemment l'enquête. Bonjour, soyez les bienvenus sur ce plateau. Nous allons suivre ensemble deux nouvelles affaires des enquêtes impossibles. Alors si je vous dis L'Exorciste, Shining, La Nuit des Morts Vivants, Carrie ou encore Massacre à la tronçonneuse, que me répondez-vous? Film d'horreur bien sûr. Ce genre cinématographique destiné à susciter peur et angoisse chez le spectateur compte quelques chefs-d'œuvre et il faut le dire aussi beaucoup de productions médiocres. Certaines scènes de violence prêtent même à sourire tant elles sont outrées et invraisemblables. Ainsi peut-on imaginer qu'un homme ayant été frappé à la tête de 16 coups de hache puisse bondir sur ses pieds, s'habiller et se rendre dans sa cuisine pour s'y préparer un petit déjeuner avant de s'effondrer dans une flaque de sang. Si vous répondez par la négative, c'est que vous ne connaissez pas encore l'histoire que je m'apprête à vous raconter. Elle défie toute logique. Et pourtant, à la différence des films débordant d'hémoglobine et d'effets spéciaux, elle est parfaitement authentique. Travailler pour la Cour suprême de l'État de New York est un poste prestigieux. Peter Porco a 52 ans. Il travaille comme greffier pour un juge, un poste idéal pour terminer sa carrière en beauté. Mais un jour, tout bascule. C'était une journée comme les autres, mais Peter Porco n'est pas venu travailler. Les gens s'inquiétaient, ça ne lui ressemblait pas. Un officier de la cour se rend chez lui et constate immédiatement que quelque chose ne va pas. Quand il est arrivé devant la porte d'entrée, il a vu qu'il y avait une clé dans la serrure et la porte était entrouverte. Il a regardé par terre et il y avait des gouttes de sang sur les marches. À l'intérieur, c'est un véritable bain de sang. Il a regardé sur sa droite et il a vu un corps par terre. C'était celui de Peter Porco. Peter Porco a été tué à coups de hache. C'était une scène d'horreur, à tel point que ceux qui étaient là ont encore du mal à en parler. À l'étage dans la chambre se trouve sa femme, Joanne. Elle respire à peine. Une hache est posée à côté d'elle. Les enquêteurs qui tentaient de la sauver voyaient son cerveau. Elle avait aussi été frappée sur les bras. Il voulait lui mettre un masque à oxygène sur la bouche, mais on ne voyait même plus où était sa bouche. Joanne est conduite d'urgence à l'hôpital. Elle est entre la vie et la mort. L'analyse des éclaboussures de sang montre que Joanne a été frappée 3 fois à la tête pendant son sommeil à l'aide d'une hache. Peter Porco a quant à lui été frappé 16 fois à la tête. Mais pourquoi Peter Porco a-t-il été retrouvé en bas des escaliers? Il semblerait qu'il ait repris conscience juste après l'agression et vaqué à ses occupations comme si de rien n'était. En fait, il a enfilé des vêtements par-dessus ses blessures et il a déambulé dans la maison. Un comportement étrange qui s'explique par le fait que son néocortex, la partie du cerveau qui contrôle la pensée, le langage et le raisonnement, a été gravement endommagé durant l'agression. L'autopsie révèle que le paléocortex, situé juste en dessous, est intact. Celui-ci contrôle les instincts primaires et les habitudes. Ce qui explique pourquoi il s'est levé, est allé au rez-de-chaussée, s'est préparé un petit déjeuner, a fait les choses qu'il faisait chaque matin,
inconscient d'être mortellement blessé. Les traces de sang montrent qu'il est même sorti ramasser le journal du matin et que la porte s'est refermée derrière lui. Il a alors utilisé la clé cachée dans un pot de fleurs pour l'ouvrir. Ensuite, il a perdu connaissance à force de saigner et il a fini par mourir. C'est incroyable qu'il ait pu déambuler dans la maison. Un enquêteur, ami de la famille, a la présence d'esprit d'interroger Joanne avant qu'elle n'entre au bloc opératoire. Je lui ai demandé si elle pouvait m'entendre. Elle a secoué la tête de haut en bas pour me dire oui. L'enquêteur lui demande alors si elle sait qui l'a agressée. Elle a hoché la tête pour dire oui. Je lui ai demandé si c'était Christopher qui lui avait fait ça, et elle a de nouveau dit oui, avec la tête. Christopher est son fils âgé de 21 ans. Le médecin légiste conclut que Peter Porco était la personne visée. Il a été frappé 16 fois à la tête avec une hache, alors que sa femme Joanne n'a reçu que 3 coups. Rien n'a été volé dans la maison, ce qui mène à une seule conclusion. Du coup, ils se sont dit qu'il s'agissait peut-être de quelqu'un qui en voulait à la famille, qu'il y avait quelque chose à creuser de ce côté-là. Peter et Joanne Porco ont 2 fils. Jonathan, 23 ans, est lieutenant dans la marine américaine. Il sert à bord d'un sous-marin nucléaire qui se trouve à des centaines de kilomètres de là. Christopher, âgé de 21 ans, est inscrit à l'université de Rochester, située à 3 heures de route du domicile de ses parents. Les 2 fils ont donc tous les 2 un alibi. Alors pourquoi Joanne accuse-t-elle son fils? Votre mère peut s'exprimer? D'accord. Elle a dit que vous étiez là. Ouais. Je vois pas pourquoi. Elle sait ce qui s'est passé. J'espère bien. Je n'étais pas là. Il coopérait. Il leur a fourni un échantillon d'ADN. Il les a laissés l'examiner pour voir s'ils n'avaient pas de marques ou de traces de lutte, comme des bleus. 3 semaines après l'agression, Joanne Porco reprend connaissance. On n'en revenait pas. C'était un vrai miracle. Elle voulait vraiment vivre et les médecins ont fait un travail absolument formidable. À son réveil, Joanne déclare cette fois-ci que Christopher n'a rien à voir dans ce crime. Elle a dit « ça ne peut pas être Christopher, laissez mon fils tranquille ». Joanne fait également une déclaration publique pour soutenir son fils. Je confirme que mon fils n'a rien à voir avec ce crime odieux. Je supplie le bureau du procureur de laisser mon fils tranquille et de rechercher le véritable meurtrier de Peter. Les quelques preuves qu'ont pu trouver les enquêteurs corroborent la version de Christopher. La police ne trouve rien dans la voiture du jeune homme. Ils ont examiné sa voiture à la recherche de traces de sang, de vêtements tachés de sang ou d'un transfert de sang qui ait pu indiquer son implication. Mais il n'y avait rien du tout. La police ne trouve aucune preuve qu'il ait pris l'autoroute entre l'université et le domicile de ses parents. D'après sa carte de péage, il n'avait pas pris l'autoroute ce soir-là. La police scientifique ne retrouve aucune empreinte sur la hache, ni de traces de sang, excepté celui des victimes. Les enquêteurs apprennent que Peter Porco avait reçu des menaces de mort. Elles émanaient d'un homme qui avait perdu la garde de ses enfants. L'homme avait alors juré de se venger. L'homme en question avait dit qu'il se procurerait une arme et qu'il reviendrait tuer le juge et Peter Porco. Mais le suspect a un alibi pour la nuit du meurtre. Un journal local reçoit alors une lettre anonyme. Son auteur prétend être le meurtrier de Peter Porco. Avec Peter Porco, c'était du gâteau. Je suis rentré dans la maison et je l'ai frappé plusieurs fois à la tête et à la nuque avec une petite hache que j'avais ramenée. Je ne faisais pas attention à ses cris. J'ai aussi frappé Joanne Porco, mais malheureusement, elle a survécu. L'auteur de la lettre s'accuse également d'un autre meurtre et prévient qu'il recommencera. Si vous voulez me trouver, arrêtez de courir après le premier venu. Je mérite plus de respect. Attrapez-moi si vous le pouvez.
Il n'y a aucune empreinte sur la lettre, mais la police doit découvrir qui l'a écrite. Pour tenter de résoudre cette affaire, les enquêteurs cherchent d'abord le mobile du meurtre. On n'a pas de meurtre à la hache dans le coin. Donc c'était un cas très alarmant, extrêmement alarmant. La police apprend que Peter Porco a un parent impliqué dans le crime organisé et qu'il a déjà eu des ennuis avec la justice. Le proche en question s'appelait Frank Porco, alias Frankie le pompier. Frank Porco se trouve dans une prison fédérale pour usure. Des rumeurs prétendent qu'il aurait négocié une peine moins lourde en fournissant des preuves et des informations au gouvernement. Peut-être la mafia veut-elle faire comprendre à Frank Porco qu'il n'aurait pas dû coopérer avec la police. Le meurtre était signé. Le tueur avait utilisé une hache de pompier parce qu'il s'agissait de représailles contre Frankie le pompier. Mais des recherches sur le passé de Frankie le pompier mettent en doute cette théorie. S'il était incarcéré, c'est justement parce qu'il ne balançait pas. On lui avait proposé de coopérer pour éviter la prison, mais il a refusé et il a été emprisonné. Les enquêteurs apprennent que Peter et Joan Porco avaient souscrit une police d'assurance s'élevant à $1 million. Ils découvrent également que Christopher Porco a demandé conseil pour investir juste avant le meurtre. Christopher est allé voir un conseiller financier et lui a demandé de réévaluer son portefeuille. Il lui a dit qu'il toucherait bientôt une grosse somme d'argent d'un des membres de sa famille. Juste avant le décès de son père, Christopher lui a envoyé un email pour lui demander plusieurs informations personnelles. Salut, Pa. Si tu pouvais me donner ton numéro de sécu et celui de maman, et vos numéros de permis de conduire aussi. J'en ai besoin pour le paiement du semestre prochain à la fac. J'espère que vous passez une bonne journée. Bise, Chris. La police s'intéresse ensuite au code secret qui a été utilisé pour désactiver l'alarme de la maison des Porco la nuit du meurtre. Quelqu'un a désactivé l'alarme et coupé les lignes téléphoniques. Et la mémoire du système de sécurité prouve que c'était forcément un proche de la famille. L'alarme a été désactivée à peu près vers 2 heures du matin. C'est le code d'origine qui a été tapé. C'est le code que la famille utilisait. Seuls les Porco le connaissaient, ainsi qu'éventuellement 1 ou 2 autres personnes. Christopher prétend qu'il était dans sa chambre sur le campus à 350 km de là. La police obtient les images de vidéosurveillance de l'université de Rochester, ainsi que celles de l'autoroute et des postes de péage situés entre le domicile des Porco et le campus. Ils visionnent toutes les bandes à la recherche de la voiture jaune de Christopher. En moyenne, une personne est filmée 18 à 22 fois par jour, ce qui fait beaucoup d'images que les forces de l'ordre peuvent exploiter. À 22h30, ils aperçoivent une voiture jaune quitter le campus de l'université. L'alarme du domicile des Porco a été désactivée environ 3h30 plus tard, à 2h14 du matin. Le téléphone des Porco a été coupé à 4h59 et la même voiture jaune est revenue au campus 3h30 plus tard, à 8h30 du matin. La chronologie des événements concorde parfaitement. Mais s'agit-il de la voiture de Christopher? Il y a beaucoup plus de 4x4 jaunes qu'on ne l'imagine. Dans l'État de New York, il y en a des milliers. James Kennedy, expert en analyse d'images, revisionne la vidéosurveillance grâce à un logiciel spécial. Le logiciel de filtrage ne nous apporte pas miraculeusement la réponse sur un plateau. Par contre, dans certains cas, il nous permet d'avoir des détails et des indications plus précises. La police repère plusieurs détails bien spécifiques sur la voiture, comme de la boue sur la portière côté passager. Il y a aussi un autocollant de parking déchiré sur la vitre et un autre autocollant sur le passage de roue. Ces éléments sont comparés aux photographies que la police a prises de la voiture de Christopher le jour du meurtre. On a pu conclure que c'était bien la voiture du suspect. Malheureusement,
l'analyse photographique ne permet pas d'identifier le conducteur de la voiture. S'agissait-il de Christopher ou d'une autre personne? Les enquêteurs savent maintenant que la voiture de Christopher a quitté le campus de l'université environ 4 heures avant l'agression de ses parents. Le conducteur est retourné au campus 10 heures plus tard. Il avait largement le temps de se rendre à Albany, d'agresser ses parents et de revenir au campus le lendemain matin. Pour faire ça dans ce laps de temps, il avait dû prendre l'autoroute. Mais la police n'a aucune preuve que la voiture de Christopher était sur l'autoroute la nuit du meurtre, ni que c'est lui qui était au volant. Sur sa carte de péage, rien n'indiquait qu'il était allé chez ses parents. Les enquêteurs ont retrouvé sa carte de péage sur le sol de sa voiture le lendemain de l'agression. Si on enlève la carte du pare-brise et qu'on la cache par terre, elle ne sera pas enregistrée. Est-il possible que Christopher ait payé le péage en liquide pour ne pas laisser de traces de son passage? Je ne crois pas que ces couloirs de péage soient sous vidéosurveillance. La police demande aux caissiers du péage s'ils se souviennent avoir vu un 4x4 jaune la nuit en question. L'un d'entre eux se souvient d'une voiture jaune vers 23 heures, mais il ne se rappelle pas du tout à quoi ressemblait le conducteur. Quand il vous donne un ticket, il est marqué, il y a l'heure dessus. Seule une douzaine de voitures sont passées par ce poste de péage vers cette heure-là. Les enquêteurs transmettent les 12 tickets au laboratoire de la police scientifique. On cherchait tous les types de cellules cutanées. Si vous avez les mains moites et que vous touchez un ticket, il est tout à fait possible qu'une source d'ADN, comme les cellules épithéliales, soit transférée sur ce ticket. Les experts scientifiques trouvent des cellules cutanées sur plusieurs tickets. Ils effectuent un test de l'ADN mitochondrial sur ces cellules. Puis ils comparent les profils génétiques ainsi établis avec celui de Christopher Porco. Un ticket porte effectivement son ADN. Les cellules épithéliales qui recouvrent notamment l'extérieur de la peau se renouvellent tous les 28 jours. Elles offrent aux experts l'avantage d'être volatiles et donc de pouvoir être recueillies sur les surfaces les plus variées. En revanche, compte tenu de leur taille microscopique, l'ADN nucléaire qu'elles contiennent est en trop faible quantité pour être analysé. C'est pourquoi, pour obtenir une signature génétique, les biologistes de la police scientifique recherchent des mitochondries dans les échantillons qu'ils prélèvent. Les mitochondries sont de minuscules organismes, vestiges sans doute de bactéries parasites présentes dans les organismes depuis 150 000 ans. Transmises uniquement par la mère, elles contiennent elles aussi de l'ADN. Mais leur pouvoir discriminant n'est que de 1 sur 2000, alors que l'ADN nucléaire permet, lui, de différencier les individus avec une probabilité d'erreur de 1 sur 1 milliard. Il y avait l'ADN de Christopher sur l'un des tickets de péage. Quand on a eu les résultats, ça a été le jackpot. Comme preuve indirecte pour moi, on ne fait pas mieux. La probabilité que l'on retrouve l'ADN de quelqu'un d'autre sur le ticket était très faible. Cette séquence ADN peut correspondre à 0,04% de la population. Est-ce surprenant que l'on ait retrouvé de l'ADN mitochondrial sur un ticket de péage? Pas vraiment. Le procureur pense que le motif de l'agression était l'argent. Les enquêteurs ont trouvé la preuve que Christopher avait imité la signature de ses parents pour un prêt et emprunté 31 000 $ sans leur permission. Ils découvrent également que Peter et Joan Porco étaient au courant. Chris, je veux que tu saches que si tu abuses encore une fois de notre confiance, je ferai une déclaration sous serment pour fraude et tu ne pourras plus rien faire. Tu devrais venir à la maison pour qu'on en parle. Tu nous as peut-être déçus, mais ta mère et moi t'aimons et nous nous faisons du souci pour ton avenir. Christopher dépensait des sommes d'argent colossales pour s'offrir des objets de luxe, tels que son 4x4. De plus, il ne suivait pas ses cours à l'université.
Son petit monde s'écroulait. Il s'était créé un monde, un personnage, un style de vie, et il devait faire quelque chose pour essayer de le sauver. Depuis que son père lui avait coupé les vivres, Christopher cherchait désespérément de l'argent. Il a donc décidé d'assassiner ses parents pour toucher l'argent de leur assurance vie. Les images de vidéosurveillance montrent que Christopher a quitté le campus de l'université vers 22h30. Il a enlevé sa carte de péage du pare-brise de sa voiture pour ne laisser aucune trace de son passage. Il a donc payé en espèces et a laissé son ADN sur un ticket de péage. Il est entré dans la maison de ses parents peu après 2 heures du matin. Puis il a désactivé l'alarme grâce à un code que seuls les membres de la famille connaissaient. Il a ensuite utilisé une hache pour assassiner ses parents. Il a frappé son père 16 fois et sa mère 3 fois. Et il les a laissés pour morts. Il a ensuite brisé le boîtier de l'alarme de leur maison pour que la police ne découvre pas qui avait utilisé le code secret de la famille. Mais cette information était enregistrée dans l'ordinateur central de la société de surveillance. Il a coupé la ligne de téléphone à 4h59 avant de retourner au campus à 8h30 du matin. Son retour a été filmé. L'aspect le plus troublant dans cette affaire est sans doute le fait que Peter Porco a repris connaissance et a déambulé dans sa maison après son agression. Il a même ramassé le journal du matin sur le perron avant de mourir dans son entrée. Mais plusieurs questions restent sans réponse. L'une des questions les plus importantes et pour laquelle on n'a pas de réponse, c'est où sont passés les vêtements ensanglantés. Et pourquoi Joan Porco a-t-elle d'abord accusé son fils avant de tout oublier après son opération? Quand quelqu'un est blessé à la tête, ça arrive souvent qu'il ne se souvienne pas de ce qui s'est passé. 1 an après la tragédie, Christopher est jugé pour le meurtre de son père et la tentative de meurtre sur sa mère. Complètement défigurée, elle a dû recourir à la chirurgie réparatrice. Pourtant, elle se tient aux côtés de son fils pendant toute la durée du procès et continue de clamer son innocence. Ça n'allait pas être facile de convaincre les jurés que le jeune homme qui était en face d'eux avait massacré ses parents à la hache. Mais les preuves sont accablantes. Le jury déclare finalement Christopher Porco coupable et il est condamné à 50 ans de prison. On aurait vraiment voulu trouver quelque chose qui prouvait son innocence. On aurait voulu pouvoir dire non. Les preuves de l'accusation ne tiennent pas la route. Il y a quelque chose qui cloche. Dieu merci, il n'a pas fait ça à ses parents. Mais on n'a rien trouvé de tel pour rendre notre verdict. Quand ils lui ont passé les menottes au tribunal, son visage est devenu écarlate. Mais il n'a montré aucune autre émotion. En fait, c'était la première fois que je voyais une réaction chez lui. Sa mère croit toujours à son innocence. Je lui ai parlé tout de suite après le verdict. Elle était abasourdie et choquée. C'est tout ce qu'elle avait à dire. Elle n'a pas vraiment reparlé de ça avec quelqu'un depuis. Je n'avais jamais traité une affaire de ce genre et j'espère que ça ne se reproduira pas. Vous connaissez sans doute l'expression « tomber de Carib en Scylla ». Elle signifie « n'échapper à un danger que pour se frotter à un autre plus redoutable encore ». Elle nous vient de la mythologie grecque. Carib est un monstre qui 3 fois par jour aspire dans d'énormes tourbillons les eaux du détroit de Messine avec les bateaux qui y naviguent. Scylla est une créature monstrueuse à plusieurs têtes. Dans l'Odyssée, Ulysse, qui vient d'échapper à l'appel des sirènes, doit naviguer entre ces 2 périls pour poursuivre sa route. L'histoire que je vais vous raconter maintenant est la version moderne de cette légende antique. Mais à la différence d'Ulysse qui sortit victorieux des dangers, Virginia Russell, la jeune femme dont il est question dans cette affaire,
sera lentement, mais définitivement broyé par les épreuves. Il est plus de minuit, une nuit froide de mars. Virginia Russell et son petit ami Rodney Hartman rentrent d'une soirée. Ils sont ensemble depuis 3 ans et parlent de mariage. Mais cette nuit-là, tout bascule. Elle a été éjectée. La voiture a fait 8 tonneaux et ils ont tous les deux été éjectés. Lorsque l'ambulance arrive, Rodney Hartman est mort. Virginia est quant à elle emmenée d'urgence à l'hôpital. Pendant 48 heures, la jeune femme est entre la vie et la mort, mais elle survit. Virginia avait un taux d'alcool de 1,16 g dans le sang, soit 2 fois plus que la limite autorisée. Ils l'ont inculpée pour conduite en état d'ivresse. Ils y sont allés fort. C'est pas comme si elle avait renversé un parfait inconnu. C'était son petit ami. Sa famille le connaissait depuis des années. Virginia est reconnue coupable et condamnée à 6 ans de prison pour homicide involontaire. Elle venait de perdre un être cher. Et en plus, on la mettait en prison pour ça. Elle se retrouvait loin de sa famille. Ça a vraiment été une période difficile pour Virginia. Quand Virginia sort de prison, elle dit à sa famille qu'elle a trouvé du travail comme femme de ménage. Un soir, alors qu'elle est en famille, la jeune femme reçoit un message sur son pager à 20h54. Oui, c'est possible. On lui a demandé où elle allait et elle nous a dit qu'elle devait aller faire le ménage chez quelqu'un. On lui a dit au revoir, on l'a prise dans nos bras et on lui a dit qu'on l'aimait. Elle nous a dit qu'elle aussi. Et c'est la dernière fois qu'on l'a vue. Tôt, le lendemain matin, un homme qui promène son chien trouve le corps d'une femme près d'un stade à Rosewood, en Caroline du Sud. Cela ressemble à une exécution. La victime a reçu 3 balles dans la tête. 2 douilles sont retrouvées près du corps. Grâce à ces empreintes, la police découvre qu'il s'agit de Virginia Russell. On était sous le choc, vraiment. Ça faisait à peine 2 mois qu'elle était sortie de prison quand c'est arrivé. Il lui manque sa chaussure droite. Il n'y a pas de saleté ni de débris sur son pied, mais ses collants sont filés et elle a des écorchures sur les genoux. La douille manquante indique que le tueur l'a peut-être abattue ailleurs et qu'il l'a transportée là où on l'a retrouvée avant de lui tirer encore 2 fois dessus. Visiblement, cette affaire ne se limitait pas à la scène de crime où le corps avait été retrouvé. La police trouve 2 bouteilles de bière vides près du corps, mais elle ne sait pas si elles sont reliées au meurtre. Les enquêteurs trouvent aussi un cheveu sur la victime. Comme on le fait pour chaque scène de crime, on a ramassé tout ce qu'on pouvait trouver. Il n'y a aucune trace d'agression sexuelle, mais 2 porte-monnaies sont découverts près du corps de la victime. Il ne contenait qu'environ $2 et de la petite monnaie. Donc les enquêteurs ont pensé que le mobile pouvait être le vol. L'enquête sur la vie privée de la victime révèle un élément choquant pour sa famille. La vraie profession de Virginia n'était pas femme de ménage. En réalité, elle était call girl. Ça a été un vrai choc. Mais je suppose, si Virginia faisait ça, c'est parce qu'elle avait du mal à trouver du travail à cause de son casier judiciaire. Alors que la famille tente de faire son deuil, les enquêteurs doivent de leur côté gérer un autre problème. Du fait de la profession de Virginia, la liste des suspects est très longue. La voiture de Virginia est retrouvée sur un parking à 3 km de l'endroit où son corps a été découvert. À l'intérieur, la police retrouve une douille. Apparemment, elle a reçu une première balle à l'intérieur de ce véhicule. Il y avait des éclaboussures de sang dans toute la voiture, ce qui était cohérent avec le fait qu'on lui ait tiré dans la tête.
Sur le plancher maculé de sang, côté siège passager, se trouve une preuve potentielle. On a retrouvé l'emballage d'un pack de bière, mais il restait une bouteille. Il y avait une bouteille pleine dedans. Cette bouteille est de la même marque que les bouteilles retrouvées sur la scène de crime. Les traces de sang dans la voiture indiquent que Virginia a été traînée en dehors du véhicule. La chaussure qui lui manquait se trouve sur le plancher, côté conducteur. Les enquêteurs cherchent maintenant à découvrir qui lui a envoyé un message sur son pager le soir de sa mort. La trace de l'appel remonte à un appartement loué par un certain Justin Bullard, 27 ans. Il possède un magasin spécialisé dans le nettoyage des aquariums. Le destin s'est acharné sur Virginia Russell. Conduisant en état d'ivresse, elle a provoqué un accident dans lequel Rodney Hartman, son fiancé, a perdu la vie. Accusée d'homicide involontaire, elle a été condamnée à une peine de 6 ans de prison. À sa libération, faute de parvenir à trouver un emploi, elle s'est prostituée. Puis, comme si cette longue descente aux enfers ne suffisait pas, le sort a placé un meurtrier en travers de sa route. Quelques jours après le drame, les enquêteurs parviennent à identifier un suspect crédible, Justin Bullard. Mais bien qu'un grand nombre d'indices matériels s'accumulent contre lui, le jeune homme, qui ne possède pas de casier judiciaire, persiste à clamer son innocence. L'alibi de M. Bullard était qu'il était chez lui seul. Le problème, c'était que puisqu'il était seul chez lui à cette heure-là, il n'y avait personne pour corroborer son alibi. Les enquêteurs obtiennent un mandat de perquisition et ils découvrent un grand nombre de preuves dans son appartement. Chez lui, on a trouvé une arme de calibre 380. Le pistolet, enregistré au nom du suspect, est apparemment du même calibre que l'arme ayant servi à tuer Virginia. Mais ce n'est pas tout. Il y avait plusieurs pages arrachées d'un annuaire téléphonique et chacune de ces pages concernait des agences de call girl. Sur l'une de ces paires de bottes, les experts scientifiques remarquent une légère décoloration. Les bottes sont examinées au microscope. Il y a des éclaboussures de sang dessus. Quand le sang est projeté à une vitesse très élevée, les éclaboussures peuvent être quasi invisibles. Si la surface sur laquelle le sang s'est déposé est absorbante ou de couleur foncée, il y a de grandes chances que le sang soit difficile à déceler à l'œil nu. L'analyse ADN du sang retrouvé sur les bottes le relie au meurtre de Virginia. Les prélèvements ont été soumis à une technique d'analyse génétique, la PCR, et il s'agissait bien du sang de la victime. Quiconque a porté ces bottes a certainement été en contact avec la victime au moment où elle a été tuée. La police examine alors l'arme du suspect. L'arme à feu était de conception russe. Un Makarov, un pistolet semi-automatique conçu pour des munitions de calibre 380. Les douilles retrouvées sur la scène de crime et les douilles provenant des tests effectués à la balistique sont comparées au microscope. Le résultat est sans appel. Il s'agit bien de l'arme de Justin Bullard. Les preuves sont accablantes. Pourtant, Bullard nie être le meurtrier et donne une version des faits complètement invraisemblable. Quelqu'un lui aurait volé ses affaires pour commettre le meurtre et les aurait ensuite remises à leur place. Le principal suspect dans le meurtre de Virginia Russell est Justin Bullard. Dans son appartement, les enquêteurs ont découvert toutes les preuves pour pouvoir l'inculper. Le sang de Virginia se trouve sur ses bottes et son pistolet est bien l'arme du crime. Des numéros d'agence de call girl se trouvaient à côté de son téléphone. Et Virginia a été bipée sur son pager du domicile de Bullard quelques heures avant de mourir. Quand on agit et qu'on s'habille comme Rambo, c'est qu'on est Rambo. Bullard prétend que son colocataire a très bien pu lui voler ses affaires et commettre ce crime.
Il explique à la police qu'il héberge un ami parce que celui-ci n'a pas payé sa facture et qu'on lui a coupé l'électricité. Cette histoire semble grotesque, mais elle devient tout à fait plausible aux yeux du procureur lorsqu'il apprend qu'une autre call girl a été agressée 3 jours avant le décès de Virginia. Elle est allée voir un client chez lui. Dans l'appartement, toutes les lumières étaient éteintes. Il n'y avait que des bougies. Besoin de réconfort? Le client n'a pas voulu se montrer, mais il lui a demandé de se déshabiller. Soudain, il a sorti un couteau et lui a demandé son argent. Ensuite, il lui a dit de partir en courant sans se retourner. Elle était à moitié nue. Le locataire de cet appartement est un toxicomane notoire, Roy Beck. La police a découvert que l'individu qui louait l'appartement s'appelait Roy Beck Jr. et que dans cet appartement, l'électricité était coupée. Les enquêteurs soumettent une série de photographies à la victime. Elle a formellement identifié Roy Beck. La description qu'elle en a donnée lui correspondait. Elle ne correspondait pas à M. Bullard. Roy Beck est justement l'ami qu'héberge Justin Bullard. Autrement dit, les 2 suspects vivent dans l'appartement où les preuves liées au meurtre de Virginia ont été retrouvées. Ça faisait 2 suspects potentiels. Les bottes et l'arme appartenaient à Bullard. C'était son appartement. Et Roy Beck vivait chez lui et avait lui aussi accès à ces éléments. Le cheveu retrouvé sur le corps de Virginia n'a pas de racines. Il n'y a donc pas d'analyse génétique possible. Tout ce que les experts peuvent dire, c'est qu'il ressemble davantage aux cheveux de Beck qu'à ceux de Bullard. Mais la police découvre une preuve potentielle dans l'appartement de Roy Beck. On a trouvé 3 bouteilles de bière. On avait donc 2 bouteilles de bière de la même marque sur la scène de crime, dont une encore pleine. Un emballage dans la voiture de Virginia et 3 autres bouteilles dans l'appartement de Beck. Les experts scientifiques font des prélèvements sur les bouteilles retrouvées près du corps de Virginia. Malheureusement, il n'y a pas assez de salive ou de cellules cutanées pour établir un profil ADN. À l'époque, analyser de la salive retrouvée sur un goulot de bouteille n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Les bouteilles sont ensuite soumises à une fumigation de superglue. Les vapeurs de colle adhèrent aux empreintes latentes et permettent souvent de faire apparaître des empreintes exploitables. Le verre est une surface très lisse. Les résidus qui se déposent sur la crête des doigts et sur la paume de la main se transfèrent facilement de la surface de la main sur le verre. Et ensuite, ils y restent. Après 15 minutes passées dans la chambre de fumigation, une empreinte partielle apparaît sur l'une des bouteilles. Il y avait une très longue crête, d'une largeur bien supérieure à n'importe quel doigt humain. Cette empreinte partielle n'appartient pas à Virginia Russell, ni à Justin Bullard, ni à Roy Beck. Les preuves liées au meurtre de Virginia Russell désignent toutes Justin Bullard. L'arme, les chaussures ensanglantées, l'appel téléphonique venaient de son appartement. Mais Bullard n'a pas de casier judiciaire et pas de mobile. Certaines preuves indirectes désignent son colocataire, Roy Beck. On a retrouvé dans son appartement des bouteilles de bière de la même marque que celles qui se trouvaient sur la scène de crime. De plus, Roy Beck est cocaïnomane. C'était un drogué, et pour s'acheter de la drogue, il lui fallait beaucoup de liquide.
Le procureur Knox McMahon pense que ce n'est pas une coïncidence si on a retrouvé des bouteilles de bière de la même marque dans 2 lieux différents, et il décide donc de s'y intéresser. Si vous regardez ces bouteilles de bière, vous verrez qu'il y a une date de mise en bouteille et un code en dessous. La date inscrite est le 22 octobre 1996, suivie par les lettres W, F. W, c'est le lieu de fabrication, dans ce cas-là, Williamsburg, en Virginie. Et dans cette usine, il y a plusieurs rangées. Le F indique dans laquelle a été effectuée la mise en bouteille. Les enquêteurs ne ménagent pas leurs efforts, car ils ont soudain l'intuition que les codes gravés dans le verre des bouteilles de bière pourront leur permettre d'établir la culpabilité de l'un des 2 suspects. Après réflexion, il leur semble que l'information la plus importante est la dernière partie du code. Il comporte le numéro 58. Renseignement pris. La brasserie de Williamsburg conditionne 600 bouteilles toutes les 15 minutes. Et chaque tranche d'un quart d'heure de production est désignée par un nombre. La solution de ce rébus désignera-t-elle le coupable? 58 signifie la 58e période de 15 minutes en 24 heures, ce qui correspond à la tranche de 14h15 à 14h30. Mais combien de bouteilles sont remplies en 15 minutes? Le nombre de bouteilles remplies en 15 minutes ne représente qu'1% du million de bouteilles sortant de l'usine chaque jour. Ce qui signifie que 14 000 bouteilles peuvent avoir le même code. Dans ce cas, quelle est la probabilité pour que Roy Beck ait 3 bouteilles de bière dans son appartement ayant le même code que celles trouvées sur la scène de crime et dans la voiture de Virginia? La probabilité que cela arrive est extrêmement faible. Il faudrait que les personnes concernées se trouvent au même endroit au même moment pour acheter la même marque de bière. Les chances pour que les bouteilles de bière proviennent de différents packs dépassent les 1 sur 32 millions. Ces 6 bières provenaient du même pack. Roy Beck est arrêté et inculpé du meurtre de Virginia Russell. Le procureur pense qu'il faisait venir des call girls chez lui pour leur voler leur argent. La première fois, il a demandé à ce que la jeune femme vienne chez lui. Lorsqu'elle arrive, Beck lui vole environ $200 en la menaçant. Puis, il la laisse partir. Puisqu'il n'y a plus d'électricité chez lui, Beck s'installe chez son ami Justin Bullard. Et lorsqu'il a de nouveau besoin d'argent, il rappelle l'agence de Call Girl, mais cette fois depuis le téléphone de son hôte. Il obtient un rendez-vous avec Virginia Russell. Dans l'appartement de Bullard, il prend les bottes, le pistolet et le pack de bière. Quand Virginia arrive, Beck monte dans sa voiture. Bonsoir, c'est vous, Roy? Ouais, et vous, c'est Virginia? Oui, montez. Ils se dirigent vers un endroit désert. Ils boivent chacun une bière et jettent les bouteilles vides par la fenêtre. Beck aurait fait la connaissance de Virginia lors d'un précédent rendez-vous. Le procureur pense qu'il a décidé de la tuer pour qu'elle ne puisse pas l'identifier. Le sang éclabousse la dernière bouteille et les bottes que Beck a... Plus tard, Beck remet à leur place les objets... C'était un élément capital dans cette affaire. C'était le seul élément qui pouvait vraiment situer Beck sur les 3 scènes de crime. Bullard voulait rendre service. Et il a été abusé par un individu qu'il pensait être son ami.
Pendant son procès, Roy Beck clame que c'est Justin Bullard, le meurtrier. Mais la science a prouvé le contraire. Moi, personnellement, je ne pensais pas que c'était Bullard. Quand je l'ai vu à la barre, il n'avait pas le regard d'un tueur. J'ai toujours su que c'était Beck. Beck est déclaré coupable de meurtre avec préméditation et condamné à la prison à perpétuité. 2 suspects reliés au meurtre par les mêmes preuves. Pour les enquêteurs, cette affaire sortait vraiment de l'ordinaire. Jusqu'à ce qu'un élément aussi insignifiant que le code d'une bouteille leur permette de découvrir lequel des deux mentait et lequel disait la vérité. Les bouteilles de bière, c'est ce qui l'a fait plonger. À mon avis, ça, il ne l'avait pas prévu. Les bouteilles de bière font partie des éléments les plus incriminants de cette affaire. C'est très inhabituel de retrouver un assassin grâce à des bouteilles de bière et leur date de fabrication. Ça sort vraiment de l'ordinaire. Des preuves indirectes comme ça, on n'en voit pas tous les jours. C'est pas commun. Ce sont des objets qu'on regarde, qu'on voit, qu'on touche tous les jours. Et tout à coup, ils peuvent vous relier à un meurtre. La méthode employée par les enquêteurs pour résoudre cette affaire est à la fois étonnante et originale. S'ils n'avaient pas eu l'intuition que les bouteilles de bière pouvaient leur fournir des indices déterminants, ils auraient pu commettre une terrible erreur judiciaire, car les preuves matérielles incriminaient Justin Bullard, Roy Beck ayant tout mis en œuvre pour qu'il endosse le meurtre à sa place. Aujourd'hui, dans les pays occidentaux, une batterie de réglementations oblige les industriels à inscrire de plus en plus d'informations codées sur les produits qu'ils distribuent. Ces indications ont surtout pour but de faciliter leur traçabilité. Mais détournées de leur fonction première, elles peuvent aussi permettre aux enquêteurs de dater avec précision la fabrication d'objets banals et de les différencier. Dans notre affaire, les séries de codes ont permis aux policiers de déterminer avec une marge d'erreur de 1 sur 32 millions que les bouteilles retrouvées près du cadavre de Virginia Russell et celles se trouvant dans l'appartement du suspect faisaient partie du même pack. Il est heureux et rassurant de penser que, dans certains cas, les industriels prêtent bien involontairement main forte à la justice. Cette émission est maintenant terminée. Merci d'avoir suivi. Nous nous retrouverons prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode de vos Enquêtes impossibles. Mai 1984. Durant les célébrations annuelles du Memorial Day, un cadavre emballé dans un carton est jeté sur les bords d'une rivière. C'est un meurtre. Mais les enquêteurs ignorent totalement quand il a eu lieu. La science va toutefois leur permettre de découvrir un détail important sur la dernière nuit de la victime. Cela suffira-t-il à identifier l'assassin? Par une froide et pluvieuse soirée d'hiver, une femme téléphone à la police pour signaler la disparition de son mari. L'homme est un marathonien sorti pour s'entraîner, mais il n'est jamais rentré. Selon l'expertise médico-légale, quel que soit l'endroit où s'est rendu cet homme, il a eu des ennuis. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de nos Enquêtes impossibles. Certaines scènes de crime défient l'imagination. Et en dépit de leur expérience, policiers et médecins légistes se trouvent parfois confrontés à des situations insoutenables. Mais comment parviennent-ils à endiguer leur émotion quand des criminels n'ont plus rien d'humain? Dimanche matin, dans le centre de la Pennsylvanie, un pêcheur se promène sur les rives de la Juniata lorsque son attention est attirée par un gros carton. À l'intérieur, un sac poubelle. En ouvrant le plastique, il a vu des restes humains. Il ne savait pas si c'était un homme, une femme. Il s'agit d'un buste de femme. Le reste est un mystère complet. On ne savait pas comment elle était morte. Les traces laissées dans les broussailles par la chute du carton prouvent que la boîte a été lâchée depuis le bas-côté de la route situé plus haut.
Dans sa chute, le carton avait asséché les broussailles, ce qui signifiait qu'il avait été jeté après la formation de rosée. C'était un détail important. Sur le carton, les enquêteurs remarquent un trou et des traces de graisse. Dans cette graisse, des petits morceaux de polystyrène. En sortant le carton du coffre, ils ont dû l'accrocher contre le loquet. C'est de là que vient le trou. Pour empêcher l'identification du corps, le meurtrier lui a découpé la tête, les bras et les jambes. C'est une opération difficile qui demande beaucoup de temps et un endroit tranquille. Ce n'est pas logique. Si quelqu'un réussit à faire disparaître la tête et les membres, il pouvait facilement faire disparaître le reste du corps. Il savait qu'on retrouverait le buste. Sur le corps, on distingue 3 taches de naissance et une cicatrice à l'abdomen. Le seul autre indice pour identifier la victime est une boucle de ceinture avec un signe du zodiaque. L'autopsie révèle la présence d'insectes sur le corps. Ils sont envoyés à un entomologiste médico-légal pour analyse. Un entomologiste est un spécialiste de l'étude des insectes. Il identifie les œufs comme étant ceux de la Calliphora vomitoria et de la Phormia regina, 2 espèces de mouches très répandues aux États-Unis. L'étude des conditions climatiques lors de la découverte du corps et l'état de développement des œufs et des larves permettent de donner une idée approximative de l'heure du décès. Elle datait d'environ 2 jours avant la découverte du buste. La victime serait donc morte le vendredi dans la nuit ou le samedi tôt dans la matinée. Toutefois, l'autopsie ne permet pas de connaître les causes du décès. En 1894, alors que technique et découverte révolutionnent les méthodes d'investigation, Pierre Meignin, professeur au Muséum d'histoire naturelle de Paris, publie un traité, La faune des cadavres, dans lequel il répertorie les prédateurs spécifiques qui accompagnent les étapes de la putréfaction. Les entomologistes judiciaires distinguent aujourd'hui 8 escouades d'insectes qui colonisent la dépouille à tour de rôle. Des mouches bleues qui apparaissent dès que la mort survient, aux coléoptères visibles 3 ans après le décès quand le corps est en phase de réduction squelettique. Lors de l'examen du corps, les pathologistes décèlent la présence de sperme, mais aucune trace de viol. En outre, il est impossible d'identifier l'homme car les tests ADN ne sont pas encore utilisés. Mais avant de trouver un suspect, la police doit d'abord identifier la victime. On s'est dit qu'on tiendrait l'assassin si on trouvait qui était la fille. La consultation du registre des personnes disparues ne donne rien. Personne ne correspond à la description du buste. 7 mois après sa découverte, le cadavre non identifié est enterré sous une plaque sans nom et vite oublié. Mais 5 mois plus tard, un appel téléphonique remet l'enquête sur les rails. Bonjour, j'aimerais signaler une disparition. Au bout du fil, une femme prévient la police qu'elle est sans nouvelles depuis 1 an de son ex-belle-sœur, Edna Posey. Elle en dresse un portrait détaillé aux enquêteurs. Elle nous a expliqué qu'Edna n'osait pas porter de bikini à cause de ses taches de naissance. Les policiers font rapidement le rapprochement avec le buste inconnu découvert 1 an auparavant. Elle ajoute qu'Edna portait toujours une ceinture avec un signe du zodiaque sur la boucle. Edna Posey, 31 ans, était la mère célibataire d'un enfant de 11 ans, Randy. C'était une habituée des endroits peu fréquentables de Harrisburg, la ville voisine. La plupart des gens la considéraient comme une traînée. Elle multipliait les relations à court terme, avait des problèmes d'alcool et était incapable d'assurer un environnement stable à son fils. Edna n'était pas vraiment la belle-fille idéale.
Elle était plutôt dévergondée. Edna aimait les hommes et l'alcool. Elle avait pris l'habitude d'aller dans les bars où elle rencontrait des hommes avec lesquels elle nouait des relations aussi frivoles qu'éphémères. Il lui arrivait également de disparaître pendant des mois entiers sans dire un mot à quiconque. Admettant elle-même ne pas parvenir à gérer sa vie, elle confia la garde de Randy à Donald Ruby, le chef scout de son fils. Donald Ruby s'occupait d'une troupe de boy scouts, composée en grande partie de garçons que la vie n'avait pas gâtés. La plupart n'avaient que leur mère. C'était une troupe pour enfants en difficulté. Randy partit donc vivre chez Donald Ruby et sa femme. Il devint en quelque sorte leur propre fils. À 42 ans, Donald Ruby, machiniste de son état, n'avait pas d'enfant. Si beaucoup saluaient ce qu'il faisait pour les jeunes en difficulté, d'autres, en revanche, doutaient de ses intentions. C'est une question de point de vue. Il les embrassait sur la bouche, des choses comme ça. Personnellement, je ne le fais pas, même avec mes propres enfants. Edna partit s'installer en Virginie, à 250 km de là. Elle y décrocha un poste de technicien dentaire et essaya de reprendre sa vie en main. Une de ses anciennes collègues, qui préfère rester anonyme, témoigne. Elle mettait de l'argent de côté. Un jour, elle a rencontré un jeune soldat en poste en Virginie. Ils sont devenus très proches. Ils prévoyaient de s'installer ensemble et de reprendre Randy. Donald Ruby, le chef scout, s'est attaché à Randy, le petit garçon d'Edna Posey, qu'il considère maintenant comme son fils. Mais si sa mère parvient à mettre de l'ordre dans sa vie, jusqu'alors dissolue, sans doute souhaitera-t-elle le récupérer. La police pense que ce renversement de situation est peut-être à l'origine du drame. Il était clair qu'elle souhaitait reprendre Randy. Selon nous, Donald ne pouvait accepter d'abandonner cet enfant qu'il considérait comme son propre fils. Donald Ruby avait-il donc un motif pour tuer Edna Posey? Interrogé par la police, Donald déclare qu'Edna est venue leur rendre visite le vendredi soir et qu'elle prévoyait de rester avec eux tout le week-end du Memorial Day. Le lendemain, selon ses dires et ceux de sa femme, ils ont déposé Edna en ville pour aller faire du shopping. On passe te chercher vers 17h, 17h30, ok? Très bien, super, à tout à l'heure. Lorsqu'ils sont revenus la chercher, Edna n'était pas au rendez-vous. À connaître le style de vie qu'elle menait depuis des années, il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'elle ait pu décider de disparaître une fois de plus. Ce que Randy raconte à la police est légèrement différent. Coucou mon grand. Coucou maman. D'après lui, il a vu sa mère pour la dernière fois lorsqu'elle est venue lui souhaiter bonne nuit. Je t'aime. Très bien, à demain. Quelques heures plus tard, il entend un grand bruit venant de la chambre où sa mère dort. Il décrit ça comme quelqu'un qui tomberait d'un lit. Le lendemain, lorsqu'il se réveille, sa mère est déjà partie. Si les estimations de l'entomologiste médico-légal sur l'heure du meurtre sont correctes, le bruit qu'a entendu Randy était peut-être celui de sa mère que l'on assassinait. Dans le coffre de la voiture de Donald Ruby, les policiers découvrent le même type de graisse que celui retrouvé sur le carton qui enveloppait le buste d'Edna. En outre, le trou présent sur le carton est de la même forme et de la même taille que le loquet du coffre. Les procureurs sont désormais convaincus que Donald Ruby a tué Edna Posey, et ce, dans la nuit du vendredi au samedi.
La mise en examen pour meurtre de Donald Ruby va conduire les policiers à apprendre des faits troublants sur ses relations avec Randy, le fils d'Edna. Nous avons reçu plusieurs témoignages disant que, de retour de camping, il avait touché les parties intimes de Randy en prétextant chercher des tiques. C'était une preuve directe de pédophilie. S'il cherchait vraiment des tiques, alors disons qu'il se concentrait plus sur l'entrejambe et les fesses que les parents ne le font habituellement. Pour les procureurs, c'est la preuve que Donald Ruby a des pulsions pédophiles à l'égard de Randy et qu'il a tué Edna pour l'empêcher de le lui retirer. Bien qu'il s'agisse de preuves indirectes, ils affirment que la graisse et le polystyrène retrouvés sur le carton enveloppant le cadavre prouvent bien la culpabilité de l'accusé. Pour la famille et les amis d'Edna, justice est faite. Comment peut-on faire une chose pareille? Ce n'est pas comme s'il lui avait tiré juste dessus. C'est horrible ce qu'il lui a fait. Horrible. C'est incroyable qu'on puisse faire ça à quelqu'un. Au point où nous en sommes dans le déroulement de cette enquête, nous pourrions penser que l'assassin et le dépeceur d'Edna Posey a été démasqué, arrêté et mis sous les verrous. Donald Ruby avait des instincts pédophiles et il possédait un mobile pour éliminer celle qu'il considérait comme une rivale. N'oublions pas d'autre part que de la graisse a été retrouvée sur le carton contenant une partie du cadavre. De la graisse semblable à celle prélevée dans le coffre de sa voiture. Mais après 6 ans d'incarcération, le chef scout refuse toujours d'avouer le meurtre. De sa cellule, Donald Ruby clame son innocence. Il affirme que le coupable serait plutôt à chercher parmi le nombre incalculable d'amants peu recommandables qu'Edna fréquentait. Ses avocats demandent un nouveau procès. Ils estiment que rien ne permettait d'affirmer que leur client était pédophile et que la production d'un tel témoignage au procès constituait une grave violation de ses droits. Ils décident également de procéder à une nouvelle expertise médico-légale. Ils font appel pour cela au docteur Neil Haskell, l'un des meilleurs entomologistes médico-légaux du pays. Le docteur Haskell souhaite analyser les œufs et les larves trouvés sur le corps d'Edna Posey. Les mouches pondent des œufs qui se transforment en larves, puis en mouches. En lisant le rapport du médecin légiste, le docteur Haskell relève une incohérence. En effet, le rapport fait état de la présence d'œufs lors de l'autopsie, mais pas de larves. Il remarque autre chose. Lors de la première autopsie, les œufs furent prélevés en grattant le corps, puis placés dans une boîte à pétri. La boîte à pétri dans laquelle les œufs furent placés contenait donc également de la chair et du sang. Avant d'être analysés, les œufs avaient donc passé 3 jours dans une boîte où ils avaient pu se nourrir de chair et se développer. Je vais éviter de dire que les enquêteurs ont tout foiré. Je vais rester diplomate. Le docteur Haskell analyse les œufs trouvés sur le corps d'Edna Posey. 3 ans ont passé. Ils sont si secs qu'ils sont presque devenus poussière. Il faut les placer dans une solution pour les réhydrater. Selon le docteur Haskell, les œufs n'ont pu rester que peu de temps sur le cadavre. Edna Posey est donc morte très vraisemblablement dans la nuit du samedi au dimanche, et non dans celle du vendredi, comme l'avait estimé le premier entomologiste. L'analyse entomologique a prouvé de manière scientifique et incontestable que la mort ne pouvait avoir eu lieu à la date indiquée lors du procès. Les conditions météorologiques indiquent également le dimanche matin.
En effet, le pêcheur qui a découvert le carton a bien indiqué qu'il n'y avait pas de rosée ou de condensation dans le sillage laissé par la chute du carton. Le rapport d'autopsie lui-même confirme l'heure de la mort. Le médecin légiste y affirme en effet avoir détecté une certaine mobilité du sperme retrouvé dans le corps d'Edna. Or, dans le corps d'une personne morte, les spermatozoïdes ne peuvent rester mobiles que 24 heures après le décès. Donald Ruby dispose d'un alibi pour toute la journée du samedi et pour la nuit du samedi au dimanche. Après 6 années de prison, on lui accorde un nouveau procès. À la surprise générale, la défense présente une pièce nouvelle et inattendue. Le test ADN du sperme découvert lors de l'autopsie. Ce qu'il dévoile sur la dernière nuit d'Edna Posey fait l'effet d'une bombe. La conclusion du test est que le sperme retrouvé dans le corps provient de 3 hommes différents. Et Donald Ruby n'en fait pas partie. Le rapport du médecin légiste mentionne la mobilité du sperme découvert lors de l'autopsie. Le sperme dans le corps d'une personne morte ne peut rester mobile plus de 24 heures environ. Nous savons désormais qu'elle était au moins avec 3 personnes et qu'ils ont eu des rapports sexuels moins de 24 heures avant que le corps ne soit découvert. Nous nous sommes servis de ce détail pour suggérer qu'Edna, fidèle à elle-même, était partie s'encanailler lorsque Donald l'avait déposée en ville. La ligne de défense de Donald Ruby reste la même qu'au premier procès. Ils ont, lui et sa femme, déposé Edna en ville pour faire du shopping. Cette fois-ci, l'expertise médico-légale confirme sa version des faits. Les avocats de la défense suggèrent que le ou les assassins sont à chercher du côté des inconnus qui ont couché avec elle le samedi soir. C'était clairement ce qu'insinuait la défense. Le meurtrier est l'un des hommes avec qui elle a passé la nuit. Un autre élément médico-légal est apporté par le docteur Haskell. Il constate qu'une mauvaise conservation des preuves entomologiques a faussé la première estimation de l'heure du décès. Il affirme au jury qu'Edna Posey est morte durant la nuit du samedi au dimanche, et non pas le vendredi soir comme on l'avait cru auparavant. La déposition du jeune Randy innocente encore un peu plus Donald Ruby. Lors du premier procès, Randy avait déclaré avoir entendu dans la nuit du vendredi un grand bruit venant de la chambre de sa mère. 8 ans plus tard, âgé de 21 ans, il ne se rappelle plus de rien. Randy n'avait plus aucun souvenir de ce qu'il avait entendu cette nuit-là. Nous lui avons demandé, mais il ne se souvenait plus. C'était un témoignage à charge de moins. La défense affirme également que le trou découvert dans le carton ayant servi à transporter le corps a pu être fait par n'importe quel véhicule ayant le même type de loquet que celui de Donald Ruby. Il en existe des milliers. Après un procès de 9 jours et 6 heures de délibération, le jury déclare Donald Ruby non coupable. Le verdict est un choc pour la famille et les amis d'Edna. Ils n'arrivaient pas à y croire. C'était une affaire réglée et d'un seul coup, on remet l'assassin en liberté. Beaucoup de gens dans le quartier étaient très inquiets, surtout ceux qui avaient témoigné contre lui. Il y a des canards le long de la route. On apprend à apprécier les choses quand on en a été privé pendant longtemps. Ne jamais chercher à comprendre un jury. Jamais. Je ne sais pas ce qui leur est passé par la tête. Mais bon, ce sont eux qui décident. Il faut faire avec. Bien qu'officiellement close, l'affaire est loin de l'être tout à fait dans l'esprit des principaux intéressés. Faut-il avoir peur de M. Ruby? Si vous avez des enfants, je serais tenté de dire que oui. Je ne suis pas expert en pédophilie, mais vous savez ce qu'on dit. Chasser le naturel, il revient au galop.
J'ai la conviction que Donald Ruby n'a pas tué Edna Posey. Il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Qui l'a tué? Je sais juste que ce n'est pas lui. Donald Ruby a quitté la ville peu de temps après le procès. Personne ne sait où il se trouve actuellement, pas même ses avocats. Il m'a envoyé une lettre l'année de sa sortie. En gros, il me remerciait d'avoir témoigné en sa faveur et m'assurait qu'à l'avenir, il ne ferait plus jamais de mal à une mouche. Le ou les assassins d'Edna Posey sont toujours en liberté. L'expertise entomologique a permis de préciser l'heure du décès et l'analyse ADN a définitivement disculpé Donald Ruby. En 1987, les tests d'identification par l'ADN étaient embryonnaires et les brevets appliqués à la criminologie n'étaient pas encore commercialisés. Aujourd'hui, la recherche de la signature biologique d'un suspect permet de résoudre quantité d'affaires criminelles, car dans 99,9% des cas, à l'exception des jumeaux monozygotes, chaque individu possède un assemblage génétique qui lui est propre. Mieux encore, l'ADN est présent partout dans le corps, dans les fluides, dans l'excrétion, comme dans les cellules de la peau. Et outre leur abondance et la diversité de leur provenance, les traces d'ADN ont une longévité bien supérieure à celle des empreintes digitales, facilement dégradables et transmises uniquement par quelques centimètres carrés de peau. N'a-t-on pas réalisé des prélèvements sur des momies égyptiennes vieilles de plusieurs milliers d'années? Intéressons-nous maintenant à notre seconde enquête. Passée au peigne fin, une scène de crime peut révéler une multitude de détails sur le mode opératoire et l'identité du meurtrier. Dans l'histoire que je vais vous raconter maintenant, excepté sa carte de visite, l'assassin a semé derrière lui plus d'indices qu'il n'en faut pour être démasqué. Au cœur de la Californie du Sud se trouve la petite ville de Valley Center. À environ 1 heure de route de San Diego, c'est une communauté tranquille et paisible entourée de collines et de terres arables. Les environs champêtres ont séduit Jane et Robert Dorotic, mari et femme depuis près de 30 ans. Le couple vit dans un ranch de 7 hectares. Ce ranch s'appelle Charisma Farms. Pour Jane, les chevaux sont toute sa vie. Il était évident que les chevaux la passionnaient. C'était l'une de ses plus grandes passions. Quant à Bob, il préfère la vie en plein air et le camping. Passionné d'exercice physique, il est marathonien. Ce qu'il adorait par-dessus tout, c'était camper avec sa famille et ses fils en particulier. Il faisait toujours des excursions différentes sur le mont McKinley. Ou alors il partait en randonnée dans le Grand Canyon et passait la nuit là-bas. Le couple a 3 enfants d'âge adulte, 2 fils et une fille, Claire, qui vit encore chez eux. Claire est aussi marathonienne. C'est une cavalière hors pair. Un dimanche soir de février 2000, Jane Dorotic téléphone au shérif pour signaler la disparition de son mari. Elle déclare que Bob est parti courir quelques heures auparavant, mais qu'il n'est jamais rentré à la maison. Quand elle a signalé sa disparition, j'ai tout de suite pensé, même si c'est un coureur, un marathonien, eux aussi ont des crises cardiaques quand ils s'entraînent. Il n'est pas rare que Bob effectue de longs entraînements, mais il n'est jamais parti aussi longtemps. Le shérif et ses adjoints fouillent toute la région en concentrant leurs recherches le long des trajets habituels de Bob. Les recherches se terminent le lendemain matin à 4h30 avec la découverte d'un cadavre. J'ai remarqué quelque chose à gauche dans le fossé. On aurait dit un corps. J'ai arrêté mon véhicule, allumé les phares. Je suis sorti de la voiture et j'ai pu confirmer qu'il s'agissait bien d'un cadavre. Je pouvais voir des traumatismes au niveau de la tête. La victime avait également une corde attachée autour du cou. En regardant le cadavre et les traumatismes, j'ai tout de suite pensé que nous avions affaire à un homicide. Le fait qu'il n'y ait aucune trace de sang à cet endroit indique que Bob a été frappé ailleurs. On a retrouvé des traces de pneus dans la boue.
2 empreintes. On a aussi retrouvé des empreintes de pas inutilisables. Elles ressemblaient à de gros trous dans les feuilles mortes qui se trouvaient par terre. La police retrouve un sillage dans la boue allant de la zone des empreintes de pneus jusqu'au cadavre. Et ils trouvent également un indice prouvant que Bob n'est pas sorti courir ce soir-là. Ses chaussures étaient très propres. Elles n'avaient aucune trace de boue, pas d'éclaboussure, aucune tache. Les informations dont je disposais à ce moment-là mentionnaient qu'il était allé courir la veille. Et ce jour-là avait également été une journée pluvieuse. Un cheveu de Dorothik est retrouvé sur sa poitrine, sous sa chemise, suggérant qu'il a été habillé après sa mort. Un indice supplémentaire confirme qu'une tierce personne l'a habillé. Les lacets de ses chaussures étaient noués vers l'extérieur. Le nœud n'était pas au centre de la chaussure. On aurait dit que quelqu'un lui avait fait ses lacets. Les nœuds étaient tournés vers l'extérieur. Les enquêteurs constatent avec soulagement que le meurtrier de Robert Dorothik a laissé derrière lui une multitude de preuves médico-légales. Le corps, déposé sur le bord de la route, recèle une moisson d'indices. Pour autant, afin de confondre l'assassin, la police doit rapidement trouver la scène de crime. La nouvelle du meurtre de Bob Dorothik se répand rapidement à sa famille et ses amis. C'est son fils, Alex, qui prévient le meilleur ami de son père. J'étais assis dans la cuisine avec ma femme, j'ai décroché le téléphone et il m'a dit « Jim, c'est Alex Dorothik ». Je lui ai dit « Alex, ça va ?» Il m'a répondu « Pas très bien, ils viennent de retrouver Bob assassiné ». Je n'arrivais pas à le croire. Les médecins légistes commencent leur enquête en tentant d'identifier le véhicule du lieu du crime. À partir des empreintes dans la boue, ils mesurent la distance entre les roues. Le véhicule est identifié comme étant un pick-up. Ils analysent ensuite des photographies d'empreintes. Vous devez tout d'abord regarder la largeur des traces de pneus. On constate différentes tailles de pneus. Ensuite, il faut regarder les dessins. Chaque fabricant a des dessins de bandes de roulement différents, conçus pour différents types de routes. Le pick-up a 3 modèles de pneus différents. Les empreintes sont comparées aux milliers de pneus sur le marché. J'ai remarqué que les 2 pneus avant étaient de même marque. O. De Maria identifie le pneu arrière gauche comme étant un Firestone Radial et le pneu arrière côté passager comme un Cooper modèle Discoverer. Lors de l'autopsie, le médecin légiste confirme que le décès de Dorothik est dû à un traumatisme suite à un coup violent à la tête porté avec une sorte de marteau. Il note aussi des marques de strangulation. Dans son estomac, il retrouve les restes non digérés du repas pris par Bob le samedi soir, ce qui signifie qu'il a été tué le samedi. Jane a déclaré que Bob a quitté la maison le dimanche après-midi. Une vérification de leur passé révèle que Bob Dorothik et sa femme s'étaient séparés quelques années auparavant, mais s'étaient récemment réconciliés. Bob était souvent en désaccord avec sa femme et sa fille sur le coût de la gestion du ranch. Jane et Claire souhaitaient investir plus d'argent dans le ranch pour l'agrandir. Il y a aussi la possibilité d'un employé mécontent. Le contremaître du ranch, Lionel Morales, est depuis longtemps du côté de Claire Dorothik dans le débat sur l'agrandissement du ranch. On sentait que nous devions poursuivre notre enquête et l'interroger pour savoir à quelle heure, à quel moment il se trouvait là et ce qu'il faisait quand il était là-bas. Lionel Morales, Claire et Jane Dorothik nient toute implication dans le meurtre de Bob. Lionel et Claire ont chacun un alibi. Jane déclare être restée à la maison toute la journée pour s'occuper des chevaux. Elle coopère avec la police en les autorisant à fouiller sa maison. En fait, l'inspecteur chargé des homicides m'a prise à part avant d'entrer et m'a dit « Bon, Caroline, il s'agit d'une fouille autorisée par la suspecte. Tout ce qu'on recherche, ce sont des traces de sang évidentes et manifestes. Ne va pas fouiller partout, n'ouvre pas les tiroirs, ne fais rien de particulier. Sois aussi discrète que possible. » Dehors, le sol était boueux et les chaussures étaient interdites dans la maison. Pour être poli, vu qu'il s'agissait d'une fouille autorisée, et c'est la seule fois de ma vie où j'ai fait ça sur un lieu de fouille, j'ai enlevé mes chaussures.
Les enquêteurs fouillent la maison et en particulier la chambre principale, mais ne trouvent rien d'extraordinaire. Afin de respecter les usages en vigueur dans la maison, la criminologue Caroline Gannett se déchausse avant d'inspecter les lieux. Oh, ce détail peut paraître anodin. Pourtant, il va s'avérer lourd de conséquences et faire basculer l'enquête. J'ai avancé dans un coin de la chambre et j'ai senti que la moquette était mouillée sous mes pieds. J'ai littéralement sursauté, car je savais exactement ce que c'était. Le sol de la chambre était mouillé, comme si on l'avait récemment nettoyé. Et la moquette avait une teinte légèrement rouge. Ce qui m'a frappé, c'est avec quelle facilité nous aurions pu passer à côté. Si nous n'avions pas retiré nos chaussures, nous n'aurions pas découvert cette zone. Et quand ils regardent de plus près, ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas au bout de leur surprise. On aurait dit qu'il y avait des traces de sang sur l'ensemble de la couette. Il y avait des éclaboussures de sang à la tête de lit. Il y avait des éclaboussures sur le mur, derrière le lit. J'ai demandé à la famille s'il y avait une raison quelconque pour qu'on retrouve du sang dans la chambre principale. La famille, certains membres de la famille ont commencé à parler. La sœur de Jane Dorotic, Bonnie Long, nous a dit que l'un de ses chiens s'était sectionné un ergot et qu'il avait saigné. Ils retrouvent également du sang sur le mur en briques et sur le poêle dans le coin de la chambre. Le sang s'était même infiltré dans la pièce servant de débarras à l'étage inférieur. J'ai regardé les taches sur le mur, sur les briques. Elles étaient toutes identiques. Elles mesuraient toutes environ un demi-millimètre de diamètre. Elles s'étaient répandues à une vitesse moyenne. C'est généralement ce à quoi je m'attends quand il s'agit d'une attaque. Les analyses effectuées par Merritt révèlent que les éclaboussures de sang proviennent de la tête de lit, du côté où Bob aurait pu être endormi. La forme des taches sur le mur et sur la table de nuit indiquait leur direction. J'ai pris des bouts de ficelle, puis connaissant la direction du sang, je les ai tendus. Je les ai scotchés contre le mur et j'ai ainsi obtenu une zone de convergence. Cette zone de convergence révèle au médecin légiste où se situait la tête de Bob au moment de l'attaque. Merritt découvre également des traces de sang sur le plafond, laissées par du sang projeté d'un objet en mouvement. Il y avait des taches circulaires au plafond, directement au-dessus du lit. C'était la première indication d'une altercation. L'autre indication était les taches directionnelles. Des taches linéaires s'éloignant de l'endroit. Il y avait donc du sang au plafond, formant une ligne en direction du mur. Les analyses ADN confirment que le sang retrouvé est celui de Bob Dorotic. En se basant sur l'interprétation des éclaboussures de sang, les enquêteurs pensent que le décès de Dorotic est dû à une importante blessure à la tête. L'attaque n'a pas eu lieu sur cette route. Cette attaque, si l'on tient compte des taches de sang, a eu lieu dans cette chambre. Dans la maison, les enquêteurs découvrent également un morceau de corde noire, correspondant à celle trouvée autour du cou de Bob. J'ai dit à Jane que nous étions convaincus. Cela ne faisait aucun doute. Bob avait été attaqué dans la chambre principale. La famille en a eu le souffle coupé. Mais les enquêteurs ne découvrent aucune trace de sang dans tout le reste de la maison, ce qui signifie que le tueur a descendu le corps et l'a emmené à l'extérieur. La police ne retrouve ni l'arme du crime, ni aucun vêtement ensanglanté au domicile de la victime. Aucun signe d'effraction n'est également remarqué. Un intrus ne prend jamais la peine de nettoyer le lieu de son crime. Je suis chargé de l'application des lois depuis 28 ans. Je n'ai jamais vu ni eu affaire à un intrus qui entre par effraction dans une maison, commet un meurtre et nettoie tout après son passage. La police retrouve le pick-up dans le garage. Il n'y a aucune trace de sang visible à l'œil nu. Les enquêteurs décident de vérifier que le sang n'a pas été nettoyé. Nous avons utilisé le test de fluorescence. On a aspergé l'extérieur et l'intérieur du pick-up. Plusieurs zones sont devenues fluorescentes. Il y avait une zone à l'arrière du pick-up en particulier, une zone assez importante. Ces résultats indiquent que du sang se trouvait là à un moment donné, puis avait été nettoyé. Les tests ADN effectués sur les résidus sanguins retrouvés confirment qu'il s'agit du sang de Bob.
Le pneu avant gauche était tourné vers moi et je pouvais voir le dessin du pneu tandis que je m'en approchais. Je savais à quoi il devait ressembler pour correspondre au dessin du pneu retrouvé sur le lieu du crime. Plus je m'avançais et plus il lui ressemblait. On aurait dit le même pneu. J'étais juste devant et j'étais certaine que c'était la même empreinte. Les pneus avant sont de la marque O. Le pneu arrière côté passager est un Cooper modèle Discoverer. Le pneu arrière côté conducteur est un Firestone Radial. Leurs dessins correspondent tous aux empreintes laissées sur le lieu du crime. Le pick-up blanc est immatriculé au nom de Jane Dorotic. Avant de quitter le domicile, les enquêteurs trouvent une dernière preuve. Dans la poubelle, on a retrouvé plusieurs seringues. L'une d'elles était une très grosse seringue, le type de seringue utilisée pour les animaux. La seringue contient une petite quantité d'un puissant tranquillisant pour chevaux appelé acépromazine. Il est aussi connu sous le nom de Mellow Yellow, en rapport avec la chanson des années 60. Il suffit de 3 mg pour endormir un cheval. Les tests de toxicologie ne permettent pas de détecter l'acépromazine dans le sang de Bob. Il a pu en contenir, mais en quantité insuffisante pour être décelé. Une empreinte de sang est retrouvée à l'extérieur de la seringue. Le sang est celui de Bob Dorotic et l'empreinte est celle de Jane. On entend souvent dire que la meilleure preuve qu'on puisse trouver est l'empreinte digitale du suspect dans le sang de la victime. Et là, comment vous expliquez cela? L'affaire a été menée tambour battant. 3 jours seulement après la découverte du corps de Bob Dorotic, sur le bas-côté de la route, je le rappelle. La police arrête son épouse et le procureur l'inculpe du meurtre de son mari. Plus d'une demi-douzaine d'indices la désignent coupable. Your Honor, I'd like to say that I'm innocent. I loved my husband. I love him still. En mai 2001, Jane Dorotic est jugée pour le meurtre de son mari, Robert. Pour les procureurs, cela ne fait aucun doute. Jane injecte le tranquillisant pour chevaux à son mari pendant qu'il dort dans la nuit du samedi au dimanche. Elle le frappe à la tête alors qu'il est dans leur lit, puis à terre, près du poêle. Quand Jane jette la seringue, elle laisse ses empreintes dans le sang de Bob. Après l'avoir habillé, elle le porte ou le traîne au rez-de-chaussée jusqu'à son pick-up. Lorsqu'elle se débarrasse du corps le long de la route, la seule chose qu'elle ne fait pas, c'est laisser son nom sur le lieu du crime. La propreté des chaussures de Bob prouve qu'il n'est pas allé courir. La position des lacets indique qu'ils ont été noués par une tierce personne. Et le sang sous sa chemise est la preuve qu'il a été habillé après son décès. Et puis, il y a les empreintes de pneus du pick-up. Des amis ont vu Jane en fin d'après-midi ce dimanche-là dans un centre commercial du quartier. Pour les procureurs, c'est l'endroit où elle s'est débarrassée de ses vêtements ensanglantés et de l'arme du crime. Tout ce qu'on a récupéré accusait Jane Dorotic. Il y avait différentes pièces du puzzle et quand vous les mettiez tout ensemble, tout l'accusait. Le mobile semble être l'argent. Jane souhaitait dépenser beaucoup d'argent pour les chevaux, pour leur entretien, pour le maintien de leurs écuries. La passion de Jane et de Claire pour les chevaux ne le dérangeait pas. Mais ils étaient souvent en désaccord sur la quantité des ressources familiales qu'ils devaient allouer à ce loisir. 2 ans auparavant, alors que le couple est séparé, Jane apprend que selon la loi californienne, elle devra payer une pension alimentaire à Bob s'ils divorcent, étant donné qu'elle représente la principale source de revenus du couple. Bob m'avait dit qu'elle était très en colère quant au fait de devoir lui payer une pension alimentaire. Ça l'avait rendue livide. Et elle était devenue très menaçante. On a retrouvé des lettres datées du vendredi précédent sa mort. Il cherchait du travail. Peut-être qu'il lui a dit « ça ne marche pas, je pense que nous devrions divorcer », mais elle ne voulait pas lui payer de pension alimentaire. Lors du procès, les avocats de la défense déclarent que c'est Claire Dorotic, aidée de Lionel Morales, la meurtrière de Bob Dorotic. Ils fournissent une lettre écrite par Claire à son père, d'une grande hostilité suite à des abus présumés.
Elle vivait sa vie en essayant de satisfaire son père. Et elle avait emmagasiné énormément de haine et de rancune au fil des années. Selon les avocats de la défense, Lionel Morales était compatissant envers Claire. Ils ont sous-entendu qu'étant donné qu'il travaillait pour Claire Dorotic et qu'elle n'aimait pas son père, il aurait tout fait pour elle. Mais la police était satisfaite car ils avaient tous deux de solides alibis. Nous étions sûrs que Claire n'était pas en ville ce week-end-là. Et Jane était la seule personne à être chez eux. Jane était la seule suspecte dans nos esprits. Claire Dorotic et Lionel Morales invoquent leur droit au 5e amendement contre l'auto-incrimination et décident de ne pas témoigner. Jane ne fournit aucune explication sur l'empreinte retrouvée dans le sang de son mari, sur la seringue contenant le tranquillisant pour chevaux. Après 3 jours de délibération, le jury rend son verdict. J'étais triste, mais malgré tout ravi que justice soit rendue. Pour moi, elle m'a volé un de mes meilleurs amis, à moi et à tous ses autres amis. Et c'est le pire vol que l'on puisse commettre. Jane Dorotic est condamnée à 25 ans de prison. Il est indéniable que les preuves médico-légales ont joué un rôle incontestable dans la condamnation de Jane Dorotic. L'expertise médico-légale a pu prouver qu'il n'était pas sorti faire un footing, comme elle l'avait déclaré. Les experts ont confirmé que ses chaussures avaient été lacées et qu'il avait été habillé après avoir été roué de coups. Les preuves médico-légales nous ont raconté l'histoire, comme c'est souvent le cas quand vous trouvez un corps dans le cadre d'un homicide. C'est le cadavre lui-même qui vous raconte son histoire. Jane et Robert Dorotic s'étaient séparés 2 ans avant le meurtre. Ils avaient même envisagé de divorcer, mais dans ce cas, Jane, en qualité de gérante du ranch, aurait dû verser une pension alimentaire annuelle de 50 000 $ à son ex-conjoint, somme qui lui aurait interdit de poursuivre ses investissements pour améliorer son élevage de chevaux. Pour absurde qu'il soit, eh bien cet argument a motivé le passage à l'acte, dans le but d'innocenter leur cliente. Les avocats de la défense tentèrent en vain d'incriminer Claire, la fille de la victime. Comme elle possédait un solide alibi, ils essayèrent ensuite de faire porter la responsabilité du meurtre sur Lionel Morales, le garçon de ferme, affirmant que des témoins auraient aperçu des hommes de type hispanique rôder à bord d'un pick-up sur la route, non loin de l'endroit où le corps de Bob a été retrouvé. Mais les preuves médico-légales accablaient Jane Dorotic, et aucun argument ne put semer le doute raisonnable dans l'esprit du jury. Jane Dorotic fut condamnée à une peine de 25 ans de réclusion. C'est ainsi que prend fin cette émission. Je vous remercie bien sûr de nous être fidèles, et je vous donne rendez-vous bientôt sur cette antenne pour un autre épisode des Enquêtes Impossibles. En effet, qui pourrait s'imaginer que le diable en personne vienne hanter la maison de Dieu? Cette paisible maison de Dieu, c'est l'église presbytérienne unie. Chaque dimanche matin, elle ouvre ses portes aux fidèles de Walsey dans le Dakota du Sud. Cette ville est composée de quelques routes poussiéreuses près de l'autoroute 14 et de quelques fermes sur la prairie balayée par le vent. Le pasteur de cette congrégation est le révérend Bill Guthrie. Il vit avec sa femme Sharon dans le presbytère, juste à côté de l'église. C'était un très bon pasteur, très instruit pour tout ce qui concernait la Bible. Sharon Guthrie aide son mari aux œuvres de l'église. Elle faisait le catéchisme aux enfants avant le sermon. Elle leur racontait une histoire et les renvoyait s'asseoir avec un paquet de bonbons. Les Guthrie attendaient avec impatience le mariage de leur seconde fille, Jenna Lou. Mais Sharon Guthrie ne verra jamais ce jour. Juste après l'aube du 14 mai 1999, le révérend Guthrie appelle une ambulance. Il a trouvé sa femme inconsciente dans la baignoire. En arrivant, les ambulanciers pratiquent la respiration artificielle et font repartir son cœur.
Dans l'ambulance, on la met sous respirateur, mais elle ne reprend pas conscience. Malgré tous les soins du meilleur hôpital de la région, les médecins urgentistes ne trouvent aucune trace d'activité cérébrale. À ce moment-là, nous avons décidé qu'il valait mieux la laisser partir. Le lendemain, Sharon Guthrie est déclarée morte. Quand le shérif interroge le révérend Guthrie à propos de l'accident, il raconte que sa femme allait bien quand il est parti pour dire ses prières quotidiennes à l'église. Quand il est parti de la maison pour se rendre à l'église, sa femme se faisait couler un bain. Il nous a dit qu'il était allé à l'église, y était resté peut-être 10 minutes, puis il était rentré chez lui. Guthrie affirme avoir trouvé sa femme allongée sur le ventre dans la baignoire pleine. Il dit avoir tenté de retirer son corps de l'eau, mais ne pas y être arrivé. Il aurait alors simplement vidé la baignoire et retourné son corps avant d'appeler les secours. On pensait avoir affaire à un accident, que cette dame avait eu une attaque cardiaque alors qu'elle prenait son bain. Le docteur Brad Randall pratique l'autopsie et ne trouve aucun signe de traumatisme ou de maladie. Heureusement, le personnel des urgences a prélevé des échantillons de sang alors que Madame Guthrie arrivait à l'hôpital. Le pathologiste peut les analyser. Nous avions des échantillons prélevés avant le décès, ce qui est mieux que des prélèvements post-mortem. La toxicologie est plus difficile à pratiquer sur un cadavre que sur un être vivant. Nous avons eu de la chance d'avoir ces échantillons. Les prises de sang révèlent la trace de 3 médicaments dans le corps de Sharon. 2 d'entre eux, présents en quantité relativement faible, lui ont été prescrits. Ce n'est pas le cas du 3e. Le 3e médicament était du temazépam. C'est un benzodiazépine qui était présent en très grosse quantité. Ce n'est pas un médicament qui provoque habituellement des surdoses fatales. Le temazépam est un sédatif. La dose retrouvée dans le corps de Sharon suffit à rendre quelqu'un inconscient, même si Randall ne sait pas avec certitude combien de cachets ont été ingérés. Sûrement entre 5 et 10 à peu près, voire plus. Le docteur Randall considère que la cause de la mort est la noyade. La surdose de temazépam est un facteur qui y a contribué. 3 mois après la mort de Sharon Guthrie, sa fille Jenna Lou décide de maintenir la cérémonie de son mariage. J'en ai parlé à mon père, à ma famille, pour savoir ce qu'ils en pensaient. J'en ai aussi parlé à mon mari. Et nous avons décidé que c'était ce que ma mère aurait voulu. C'est même mon père qui a célébré le mariage. Pendant ce temps, l'inspecteur Jerry Lindbergh est chargé d'enquêter sur la mort de Sharon Guthrie. Malheureusement, le lieu de la noyade n'a pas été préservé intact pour la police. Puisqu'elle était vivante lorsqu'elle a été amenée à l'hôpital, on avait laissé ouvert. Les indices ont été détruits parce que des voisins attentionnés sont venus nettoyer. Mais les enquêteurs découvrent d'où vient le temazépam retrouvé dans le corps de Sharon. Il avait été prescrit à son mari, Bill. Bill Guthrie pense que sa femme a dû prendre les pilules pendant une crise de somnambulisme. Mais les 3 filles n'ont jamais constaté que Sharon était somnambule. Et la police trouve quelque chose de suspect. Quelques semaines avant la mort de Sharon, Bill Guthrie va acheter son temazépam sur ordonnance à une pharmacie. Puis il va ensuite dans une autre pharmacie en leur disant qu'il a perdu ses pilules pour en obtenir d'autres. Sharon! Les vêtements que portait Bill le matin de la mort de Sharon posent un autre problème. Bill dit au shérif qu'il a essayé de sortir sa femme de la baignoire lorsqu'il l'a trouvée. Mais des témoins affirment que les vêtements de Bill étaient complètement secs lorsque l'ambulance est arrivée. Il était sec. Or, quand on passe un moment à tenter de sortir un corps de l'eau, on se mouille. Parvenus à ce point de leur investigation, les enquêteurs retiennent 2 éléments troublants à l'encontre du pasteur Guthrie.
Pour quelle raison s'est-il procuré de fortes doses de temazépam, ce médicament qui combat l'anxiété, l'insomnie et les spasmes? Et pourquoi des traces significatives ont-elles été retrouvées dans l'organisme de son épouse? Comment expliquer d'autre part que les vêtements que portait le pasteur n'aient pas été mouillés alors qu'il prétend avoir essayé de porter secours à sa femme quand elle était immergée dans la baignoire? Guthrie a-t-il une quelconque responsabilité dans le drame? Peu après, la police recueille une nouvelle information qui conforte ce doute. Les enquêteurs apprennent également que le pasteur avait ses secrets. Une maîtresse dans le Nebraska. Tout le monde le savait dans cette ville avant qu'il vienne ici. C'est d'ailleurs sûrement pour ça qu'il était venu à Walsey. Je la connaissais déjà dans le Nebraska. J'étais au courant que maman ne l'aimait pas, mais je ne savais pas pourquoi. La maîtresse de Guthrie est un membre très actif de son ancienne église du Nebraska. Cette liaison avait continué même après le déménagement de Guthrie dans le Dakota du Sud. Quand il accepte le poste à Walsey, Guthrie dit au conseil de l'église qu'il doit rentrer souvent dans le Nebraska pour consulter un médecin car il est impuissant. Je crois même qu'il lui remboursait ses trajets. Je t'aime aussi. Et il n'a jamais consulté. Il allait là-bas pour suivre sa liaison. Mais la maîtresse de Guthrie finit par se lasser de leur histoire clandestine. Il ne faisait que faire l'amour, d'après ce qu'elle m'a dit. Il restait enfermé, il ne pouvait pas sortir dîner ni aller au cinéma. Elle en avait assez, elle voulait davantage. Alors elle lui a mis la pression, mais il n'a pas réagi, et finalement elle l'a quitté en janvier. Rien n'indique que Bill Guthrie soit impuissant. Pas d'après ce qu'elle nous a dit. Visiblement, tout fonctionnait parfaitement, et il en profitait bien. Les enquêteurs considèrent maintenant Bill Guthrie comme un suspect dans la mort de sa femme. Mais l'adultère et la fraude à l'ordonnance ne signifient pas qu'il y a eu meurtre. La police convainc la fille aînée de Bill, Suzanne, de chercher à savoir si son père a joué un rôle dans la mort de sa mère. Elle accepte de tenter de le faire parler avec un micro dissimulé. Je pensais qu'étant sa fille, je pourrais le supplier d'être honnête avec moi. I need to know some answers. Okay, ask. You had an affair. No. Where did you hear that? I've heard it from everybody, Dad. They have a lot on you, Dad. And I need to know the truth in all of this. I'm on your side. I don't want to think that you've done the things that you've done. What do you think that I did? They think you did, Mom. There's medicine missing. I don't know anything about medicine that's missing. Et il a tout nié en bloc. Sa liaison et l'histoire des médicaments. Fin juillet, les enquêteurs confisquent l'ordinateur de l'église pour voir si les échanges d'emails entre le pasteur et sa maîtresse du Nebraska indiquent quelque chose. Ils ne révèlent rien. Mais la police se demande si le disque dur de l'ordinateur ne contient pas des informations. Judd Robbins est un expert en informatique de la police. D'après lui, les utilisateurs ne savent pas réellement comment fonctionne un ordinateur. L'erreur la plus répandue, c'est de croire qu'on peut effacer des données en demandant simplement à son logiciel de le faire. C'est faux. C'est parce qu'appuyer sur la touche supprimée ne fait qu'indiquer au système que la mémoire occupée par le fichier est maintenant disponible et réinscriptible. Dans l'espace, il y a des traces résiduelles de l'existence de toute chose. L'équivalent informatique, c'est une indication qu'il y avait quelque chose à cet endroit. Si on arrive à trouver ces traces de données avant que l'espace ne soit réattribué à un nouveau fichier, sa valeur de preuve est énorme. Le disque dur de l'ordinateur utilisé par le pasteur Guthrie recèle-t-il des informations résiduelles susceptibles
de dénoncer son acte criminel. Car les choix qu'il a effectués sur les moteurs de recherche peuvent fournir de précieuses indications. Quel site sur Internet a-t-il consulté? Quel dossier a-t-il téléchargé? Quel fichier a-t-il modifié? L'informaticien de la police explore cette piste prometteuse. La piste d'information informatique montre aussi la création, le téléchargement et la modification des fichiers. Robbins utilise un logiciel spécial pour rechercher dans le disque dur des fichiers en rapport avec Temazepam. Il découvre que quelqu'un a fait de nombreuses recherches sur Internet à propos des somnifères à peine un mois avant que Sharon ne meure. On avait aussi téléchargé de nombreux articles sur le Temazepam, le somnifère trouvé dans le corps de Sharon. Le Temazepam est le seul somnifère vendu en capsule. On peut l'ouvrir et vider la poudre pour la mettre dans quelque chose. Et Robbins trouve autre chose sur le disque dur, peut-être un indice supplémentaire. Je ne savais pas comment elle était morte. J'ai appelé Mike pour me renseigner. Pourquoi? Et il me dit, il y a beaucoup d'informations sur des accidents de baignoire. Et je lui ai dit qu'elle s'était noyée dans sa baignoire. Ces recherches ont été effectuées un mois avant la mort de Sharon. La dernière date du 27 avril. Et elle est morte en mai. Le 29 avril, Guthrie demande à son médecin une ordonnance de Temazepam et va en chercher dans 2 pharmacies différentes. L'ordonnance est renouvelée le 12 et le 13 mai. Le 14 mai, Sharon Guthrie, complètement droguée, se noie dans sa baignoire. Sur la base des preuves informatiques, Bill Guthrie est arrêté et accusé de meurtre. L'accusation spécule sur le fait que Guthrie voulait en finir avec son mariage, mais il craignait qu'un divorce ne nuise à sa position de pasteur. Il a donc tenté de maquiller la mort de sa femme en accident. Et il a tenté de le faire en ajoutant une dose massive de drogue dans son chocolat au lait. Elle en buvait tous les jours. C'était ce qu'elle préférait. Elle adorait ça. Le procureur croit que le matin de la mort de sa femme, Bill Guthrie a mis le Temazepam dans le chocolat au lait de sa femme. Puis, il lui a apporté au lit avant de partir à l'église. Une fois que les somnifères font effet, il place sa femme inconsciente dans la baignoire qu'il remplit d'eau et la laisse se noyer. Je pensais notre dossier solide, mais nous n'avions que des preuves indirectes. Mais Jenna Lou Simpson ne croit toujours pas que son père soit coupable. Elle dit que sa mère avait pris une forte dose de Benadryl, un antihistaminique, quelques semaines avant, et avait dû voir un médecin. Je pensais que c'était accidentel. Elle l'avait déjà fait avec le Benadryl et encore avant avec de l'homéopathie. Je pensais qu'elle l'avait refait pour qu'on s'intéresse à elle. Les gens qui, d'ordinaire, remplissent les bancs de l'église pour écouter prêcher Bill Guthrie, remplissent maintenant les bancs du tribunal du comté de Biddle. C'était plein tous les jours. Les gens venaient à 7 heures du matin pour être sûrs d'avoir une place. Le procureur Mike Moore croit en son dossier. Puis, il a le choc de sa vie. Lors de son procès pour meurtre, Guthrie révèle que plusieurs semaines après sa mort, il a trouvé une lettre d'adieu de sa femme. Pour une raison inconnue, elle était cachée dans un livre de prière dans le bureau de son mari. Ça vous inspire un tas de trucs. On est choqué, bouleversé. La lettre est tapée à l'ordinateur mais n'est pas signée. Elle date du 13 mai 1999, le jour avant la mort de Sharon, et est adressée à sa fille.
Chère Suzanne, je suis désolée d'avoir gâché ton mariage. Ton père m'a dit que tu craignais que je puisse gâcher aussi celui de Jenalou. Je ne serai plus là, donc tranquillise-toi. Tu comprendras quand la cérémonie sera finie. Je vous aime, maman. Cette lettre va-t-elle disculper le pasteur Guthrie? Va-t-elle apporter la preuve irréfutable que Sharon ne s'est pas noyée accidentellement ou qu'elle n'a pas été assassinée par son mari, mais qu'elle s'est suicidée? Les enquêteurs sont dubitatifs, car la lettre a été rédigée sur un ordinateur. Elle n'est pas signée. Et elle fait référence à un incident mineur qui s'était produit quelques années plus tôt lors du mariage de Suzanne, sa fille aînée. Est-ce une raison suffisante pour se donner la mort? La lettre parle d'un petit incident lors du mariage de Suzanne quelques années avant. Le procureur demande à Judd Robbins, l'expert en informatique de la police, de réexaminer le disque dur de l'ordinateur de l'église pour voir s'il peut trouver des traces de la lettre d'adieu. Il n'en trouve aucune. Cindy Horton, l'expert en empreintes digitales, vaporise de la ninhydrine, un produit chimique, sur la lettre. Si quelqu'un écrit une lettre d'adieu et songe véritablement au suicide, il aura tendance à transpirer. La ninhydrine est un bon agent réactif. Il repère les traces d'acides aminés de la transpiration. La vapeur d'un fer à repasser accélère le processus et révèle de nombreuses empreintes. La personne qui a manipulé cette lettre transpirait abondamment. Je ne sais pour quelle raison. Bill Guthrie dit avoir transmis la lettre directement à son avocat, mais les empreintes ne correspondent ni à celles de Guthrie ni à celles de l'avocat. Il est impossible de savoir si ce sont celles de Sharon, puisqu'on n'a jamais pris ses empreintes, même à l'autopsie. Mais si la lettre a été tapée sur un ordinateur qui n'est pas celui de l'Église, où a-t-elle été rédigée? La police découvre que Guthrie possède un autre ordinateur qu'il a donné à sa fille et à son gendre peu avant le procès. Il le confie au procureur général. Nous, on voulait simplement découvrir la vérité, ce qui s'était passé exactement. Prouver sa culpabilité ou son innocence, c'était leur problème. Judd Robbins examine le disque dur de cet autre ordinateur. Dessus, Robbins découvre un fichier intitulé Sharon. Le texte principal est effacé, mais la dernière phrase est la même que celle de la lettre et le fichier porte la même date, le 13 mai. Les deux documents portent la même erreur typographique, c'est-à-dire aucun espace entre la virgule et l'année. Les marges étaient les mêmes, la police était la même, les mots étaient les mêmes. Le fichier a été créé en août, 3 mois après la mort de Sharon. Robbins trouve une preuve que la lettre a été rédigée par Bill Guthrie. Cette lettre d'adieu avait été composée avec plusieurs de ses sermons du mois d'août. J'ai pu reconstruire une espèce d'emploi du temps entre son travail sur ses sermons et son travail sur cette lettre. Je crois que c'est là que j'ai réalisé qu'il avait fait quelque chose, qu'il était coupable de ce dont on l'accusait. Je pensais que le jury verrait ce que je voyais, à savoir que c'était son dernier effort désespéré pour éviter une condamnation pour meurtre. Le jury reconnaît Bill Guthrie coupable de meurtre avec préméditation et le condamne à la réclusion à perpétuité. Après le procès, on exhume le corps de Sharon Guthrie pour qu'elle soit enterrée à nouveau, mais cette fois-ci au Nebraska, où elle était née. On récupère ainsi les empreintes de Sharon. Cynthia Horton les compare aux empreintes relevées sur la lettre d'adieu. Elles ne correspondent pas. Et il reste une question. À qui appartiennent les empreintes sur cette lettre? Cette question reste un mystère.
Suzanne pense que son père est coupable, mais malgré les preuves médico-légales et informatiques, sa sœur Jenna Lou croit son père innocent et reste en contact avec lui par lettre et par téléphone. J'ai perdu ma mère, mon père et mes sœurs dans cette histoire. En un an. Les deux sœurs ne se parlent plus. Le procureur affirme que c'est grâce à la police médico-légale que cette affaire a été résolue. Sans ça, Bill Guthrie serait encore libre. Sans ces sciences, il n'y a pas de dossier. Si le pathologiste ne trouve pas les traces de médicaments, que l'expert en informatique ne trouve rien dans l'ordinateur, il n'y a pas de dossier. Ainsi, deux experts, un chimiste et un informaticien, ont-ils réuni leurs compétences pour venir à bout du mystère. Détail cynique et sacrilège supplémentaire. Dans la lettre d'adieu qu'il avait fabriquée de toutes pièces, Guthrie n'avait pas hésité à inclure quelques mots des sermons destinés à ses paroissiens. Après enquête, il semblerait qu'avant de parvenir à ses fins, le pasteur ait tenté par 2 fois de supprimer sa femme, en tendant une corde fine dans l'escalier qui menait à la cave, dans l'espoir de provoquer une chute mortelle, et en feignant par maladresse de lâcher une lampe électrique allumée dans la baignoire où Sharon prenait son bain dans le but, bien sûr, cette fois, de l'électrocuter. Ces 2 tentatives ayant échoué, Guthrie a décidé d'utiliser une 3e méthode. En dépit de ses dénégations, le pasteur Guthrie a été reconnu coupable de crime avec préméditation et condamné à une peine de 30 ans de réclusion. Ainsi prend fin cet épisode. J'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement pour une nouvelle émission de vos Enquêtes impossibles. Yeah.